Une femme à Berlin de Martha Hillers est présentée à l'Espace Go jusqu'au 19 novembre prochain et poursuivra sa route à Ottawa au Théâtre français du Centre national des arts du 30 novembre au 3 décembre. Et pour nous parler de cette magnifique pièce, dense, intense, touchante, inoubliable, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Brigitte Henkins, qui ne vient pas à titre de directrice, mais bien à titre de metteur en scène. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir et un honneur. Tout d'abord, félicitations parce que vous venez d'être nommée coprésidente du 20e conseil d'administration du Conseil québécois du théâtre en compagnie de David Lavoie, co-directeur général et directeur administratif du FTA. Vous deviez avoir un petit temps libre le vendredi entre 5 et 6. Oui, c'est ça, je manquais d'ouvrage. Entre 5 et 5h10. Non, mais c'est beaucoup plus de travail que ça paraît. Mais c'est quoi justement comme travail, Brigitte Henkins? Mais en fait, c'est beaucoup plus que je pensais. Ah, c'est vrai? Oui, mais bon. Mais félicitations parce merci. que c'est un poste honorable et puis je suis certaine que le théâtre s'en portera mieux. Merci. Qu'est-ce qui vous a amené à déterrer Une femme à Berlin, pièce dont on ne savait rien de l'auteur et dont on ne savait même pas le nom jusqu'à dernièrement? Absolument, mais je suis tombée sur le livre par hasard dans une librairie, puis j'ai été attirée par la couverture, en fait. Non. Oui, absolument, vraiment. Il y a peut-être 7 ans ou quelque chose comme ça. Parce que la photo de la couverture m'a attirée. Puis, bon, c'est sûr, j'aime beaucoup l'Allemagne, j'aime beaucoup la culture allemande. J'ai monté des auteurs allemands, bon, que ce soit Brecht, que ce soit Müller, que ce soit d'autres. Mais c'est une culture qui m'intéresse particulièrement. Puis, je ne savais pas du tout ce que c'était, le livre. Donc, j'ai découvert le livre, je l'ai ouvert, puis là, je l'ai dévoré. J'étais vraiment bouleversée. Puis sur le moment, je l'ai prêté à beaucoup de gens, je l'ai fait passer, tout ça. Puis tout le monde me disait, faut que tu montes ça, faut que tu montes ça. Mais moi, je disais, non, il n'en est pas question. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas le faire au théâtre. C'était comme si je le savais dans le fond, que je ne sais pas comment dire, je savais que j'allais le faire, mais que je ne voulais pas y aller, quoi. Je voulais Vous pas... retardiez le moment. Exactement. De dire oui. Exactement. Peut-être aussi me dire non, pourquoi tout le monde me voit faire ça alors que évidemment ça coule de source là. C'est quand on regarde le travail que je fais, c'est normal. Oui, c'était pour vous. Mais peut-être que c'est pour ça que je voulais pas, je sais pas. Puis là c'est comme oui c'est ça. Ouais, moi je suis toujours bonne pour y aller là. C'est genre c'est ça. Je vais aller parler de viol, je vais aller parler de l'invasion et tout ça. Bah, oui, de guerre sur la scène, mais il y avait quelque chose en moi qui, je ne sais pas, qui avait peur, peut-être tout simplement. Donc. On vous a envoyé au front, donc, mais vos comédiennes, pour plusieurs, vous avez déjà travaillé avec elles, on va les nommer parce qu'elles sont toutes exceptionnelles. Sophie Desmarais, qui incarne un peu la voix du présent, Évelyne de la Chenelière, Louise Laprade, Évelyne Rompré et en dernière instance, Frédéric Lavallée. Est-ce qu'elles vous ont dit oui tout de suite? Tout à fait. Sophie, c'est la première que j'ai approchée. J'ai commencé à lire le livre avec elle à haute voix. Et elle, ça fait 3 ans déjà. Puis elle a lu le livre, puis elle est revenue de voyage. Elle m'a dit oui, absolument. Et dans un premier temps, je ne savais pas vraiment comment j'allais faire ça. Là. Donc on le lisait à voix haute, puis c'est petit à petit que ça s'est imposé. Je pense que Sophie s'imaginait qu'on allait faire une sorte d'adaptation peut-être plus cinématographique. Je ne sais pas exactement ce qu'elle imaginait, mais moi, c'était sûr que j'avais vu le film qui a été tiré du journal. C'était glauque, là, ça n'a aucun intérêt pour moi. Là. Je n'allais pas mettre des soldats russes qui arrivent sur scène puis qui violent les actrices. Là. Ça ne marche pas. Là. Donc, je voulais respecter aussi tout le caractère de l'écriture, en fait, parce que c'est ça, c'est un journal, c'est pas une... Donc, je n'allais pas scénariser ce qui se passe, vous voyez, puis mettre ça en scène d'une façon réaliste, naturaliste. Donc, je trouvais que la dimension de la littérature était très importante. Donc, je voulais respecter toutes ces voix-là. Puis, à un moment donné, au cours du travail, ça s'est comme imposé qu'elles seraient 4. Mais je ne sais pas pourquoi, là. C'est d'instinct, là. C'est intuitif pour moi. Je pense que c'était un bon nom parce que je voulais pas non plus d'une foule. Je voulais rendre compte de la multitude des femmes, mais pas non plus d'une foule de femmes où l'écriture a été dispersée, trop diffractée en quelque sorte. Elles sont plurielles, mais plurielles aussi pour toutes les femmes qui ont malheureusement vécu la guerre, qui ont été violées, qui ont eu des traumatismes, qui ont été abandonnées par leurs hommes après la guerre quand ils ont su ce qui leur était arrivé. Tuées parfois même. Tuées, répudiées, abandonnées, alors que le drame est déjà là pendant 4-5 ans. Et en plus, au retour, on les abandonne, l'horreur incarnée.
Là, chez Folio, c'est publié, c'est 400 et quelques pages. Moi, c'est une lecture qui va rester mémorable et en mémoire. J'y retourne régulièrement. Vous avez travaillé une fois encore avec Jean-Marc Dalpé. Comment est-ce qu'il a fait pour resserrer ce texte de 400 et quelques pages pour en faire 1h45 sur scène? Mais en fait, on a beaucoup discuté avec Jean-Marc, là, donc à partir du moment où j'avais décidé de 4 voix, en fait, puis tout ça, donc puis après ça, Jean-Marc, en fait, il procède toujours un petit peu de la même façon, c'est-à-dire qu'il analyse l'espèce de courbe dramatique de l'œuvre, en fait, en quelque sorte. Puis ensuite, il s'agit de contracter, ben, c'est pas si simple, hein, mais de contracter. Puis moi, il y a des passages auxquels je tenais particulièrement, mais aussi, bon, on fait quand même un spectacle. Il faut quand même qu'il y ait un côté haletant, si on peut parler de ça pour un propos aussi grave. Mais bon, tu sais, en même temps, tu veux rendre compte de ça, mais tu veux que les gens soient arrivés à leur siège aussi, là. Donc, Jean-Marc, ce qu'il a apporté, je dirais, de plus fantastique, ben, c'est son sens du rythme aussi, là. Il a un sens incroyable du rythme, de la musique, en fait. Donc, il a diffracté ça, mais on l'a un petit peu divisé en quatre voix, mais c'est arbitraire, là. Mais c'est comme une sorte de guide, là. C'est-à-dire que Sophie Desmarais, c'est comme la voix, comme vous disiez, de celle qui vit au présent. Louise Lapresse serait la voix de celle qui a publié le livre, disons. Et puis, on s'est dit comme ça qu'Evelyne de la Chenelière, c'était un petit peu la voix de la tête, puis Evelyne Rompré, la voix du cœur, mais c'est arbitraire, là. Mais dans le fond, ça permettait aussi de rendre compte un petit peu de... Tu sais, dans un être humain, il se passe plein de choses. En fait, on n'est pas tout entier dans une situation. Il y a aussi d'autres sentiments Bien sûr. avec le sentiment dominant. Donc, ça permet de rendre compte de plein de choses. Avoir peur et pas peur en même temps. Avoir la tête froide et être rivé au sol. Bon, tout ça. Donc, moi, ça m'a donné un plaisir fou à mettre en scène, là, parce que c'était extrêmement jouissif pour moi de trouver le langage physique, j'allais dire chorégraphique, bien que c'est pas du tout la chorégraphie, parce que tout part de l'intérieur, c'est très organique. Mais donc, j'ai eu un plaisir fou à faire ça, là, vraiment. Vous parlez de langage. Il y a du russe durant la pièce. Il y a de l'allemand. Est-ce que ces jeunes femmes ont été guidées par quelqu'un? Parce que, sincèrement, les accents sont parfaits. Ma mère étant suisse-allemande, j'ai l'oreille un peu affinée. J'ai eu des amis russes et jamais j'ai décroché. Je me suis dit, mais elles ont tout un talent supplémentaire. Elles parlent le russe et l'allemand. Ben, ça faisait partie de l'énorme défi que représente de faire ce spectacle qui était énorme, là, parce que, bon, enfin, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est pas grave qu'ils s'en rendent compte ou pas, mais c'est virtuosique, là, de faire ça, là, parce que c'est pire qu'un solo, à la limite, parce qu'il faut que tu comptes sur les autres, il faut que tu sois complètement toujours ensemble. C'est comme la musique, là. C'est le do, c'est pas le fa, là. Il faut que tu tombes sur la bonne note, là. Puis, je veux dire, le rythme, il doit être soutenu sans arrêt, là. Puis donc, d'apprendre apprendre phonétiquement l'allemand, elles ont trouvé ça très difficile. C'est vrai? Oui, l'allemand, plus que le russe. Moi, ça me fait bizarre parce que je parle allemand couramment, donc je trouve ça facile. Mais en fait, ça fait longtemps qu'on s'y est mis, là. Donc, c'est depuis l'été. Donc... elles ont eu le temps de le digérer, puis on a eu aussi des bons profs, là. Alors, je disais tout à l'heure le nom de l'auteur, Martha Hillers. Cette femme-là est morte il y a 15 ans, en 2001. Mais qui était-elle et pourquoi elle a voulu publier son journal de manière incognito, anonyme? Ben, en fait, qui était-elle? On ne sait pas tant de choses que ça. On sait qu'elle était journaliste, mais moi, je pense qu'elle était plutôt chroniqueuse dans une revue féminine, là. Ah, d'accord. Ça, c'est mon avis à moi, là. Mais genre, Elle Québec de Berlin des années 40. Non, mais je me dis ça. Oui. Tu sais, genre, elle Oui. écrit des articles. En tout cas, c'était quelqu'un de cultivé, ça, c'est sûr. Elle travaillait dans une maison d'édition, elle le dit à un moment donné. Elle avait parcouru beaucoup l'Europe. Elle avait été à Paris, elle avait été en Russie, elle a voyagé, elle a fait des dessins, tout ça. Quand elle a publié le journal, elle l'a fait de façon anonyme. Mais en fait, je me souviens plus de la raison vraiment, mais je pense qu'elle voulait juste pas que son nom soit associé à tout ça, en fait. Le journal a été complètement refusé, là. C'est-à-dire, en fait, le livre a été refusé. Les Allemands l'ont honni, en fait, l'ont banni quasiment. Donc, en disant que c'était un tissu de mensonges, que c'était complètement faux. Ben, je rappelle quand même que il y a eu quand même 2 millions de femmes allemandes qui ont été violées à la fin de la guerre. Recensées. Puis ça ne dit pas le nombre de fois. Oui. Et il a fallu attendre combien d'années après? Mais d'après ce que je sais, c'est la chute du mur de Berlin. Ah.
C'est seulement à la chute du mur de Berlin qu'on a pu parler de ce sujet, parce que là, l'effondrement du régime soviétique et tout ça, donc le sujet devenait moins tabou. Puis bon, ça crée quand même une certaine distance avec le nazisme, hein, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'expiation des crimes nazis. Donc, les Allemands culpabilisaient, donc disaient si on a subi ça, c'est normal, parce qu'avec tout ce qu'on a fait subir aux autres. Là. Mais ce que j'adore du livre et de la parole de Martha Hiller, c'est quand même que c'est pas ni blanc ni noir. Non. Et en plus, c'est pas ni moralisant ni surplombant. Donc, ça ne dit pas aux gens, regardez comme ils sont horribles. Ça montre toute l'ambiguïté de la situation, en fait, puisqu'à un moment donné, avec le major... c'est troublant et troublé, là, dans le fond, mais ça peut pas être autrement non plus, parce que c'est pas toutes des monstres, en fait, les soldats. Bon. Et on sent même qu'avec un d'entre eux, il y aurait pu y avoir exact. Plus, parce qu'il a été délicat. Il lui a demandé la permission. Il lui a dit, ça fait des mois que je n'ai pas eu de femme et tout. Écoutez, c'est très dérangeant de recevoir ça dans la salle. Et pourtant, j'étais avisée parce que j'avais lu le journal. Mais je me dis, comment est-ce que ces femmes ont pu survivre au pire du pire, innommable. Et en plus, c'est qu'elle ne se pose jamais en victime. C'est un tour de force. Et ce journal, rappelons-le, ne date que durant 2 mois, n'a été écrit que pendant 2 mois, du 20 avril au 22 juin 1945. Les Russes arrivent à Berlin, et là, c'est la débandade, c'est l'horreur. Je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive, je ne sais pas. Ben, en fait, ça montre la capacité de survivre des individus. On le sait après les camps, pendant les ghettos de Varsovie. Bon, dans toutes les guerres, en fait, il y a des gens... Bon, bien sûr, ça dépend aussi de ta constitution. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas survécu à ça. Ceci dit, elle n'a jamais eu d'enfant non plus. Hein. Non. Donc, ça veut dire quand même quelque part que, comme elle le dit à la fin, pour moi, les hommes, c'est fichu. C'est quand même difficile d'avoir une sexualité, disons, normale après tout ça. Mais c'est vrai ce que vous dites, que moi, mais c'est ça que je trouve beau dans le livre et dans le spectacle, en fait, qu'à un moment donné, ça soit dérangeant. Effectivement, les hommes les hommes qui occupent le territoire ne sont pas tous des monstres. Hein. Puis il y en a, ils la violent avec gentillesse, disons. On va appeler ça un viol conjugal. Mais il est fin, il est doux, puis elle pourrait s'attacher à lui. Mais c'est ça la vie aussi. Mm-hmm. C'est pas, on parle beaucoup du syndrome de Stockholm. Comment ça se passe avec les prisonniers. Ben, c'est un peu du même acabit. Puis il y a toute cette ambiguïté aussi du sort, du fait que tu acceptes quelque part de faire ça pour de la nourriture en échange, puis tu n'as pas le choix en même temps. Mais elle ne veut pas se poser en victime, même si elle l'est fondamentalement, parce que je veux dire, elle ne choisit pas son destin. Comment est-ce qu'elle a réussi à trouver du papier, un crayon, un stylo? Parce que c'est quand même 3 cahiers complets. C'est ça, mais je ne sais pas où elle avait trouvé ces cahiers. Ben, je pense qu'elle écrivait en sténo, en fait. Moi, c'est mon optique. Puis qu'en fait, elle a tout retranscrit après. Là. En fait, d'après ce que je comprends, c'est des gribouillis, c'était comme une espèce de survie absolument, un geste de survie, quoi, d'écrire. Oui. Brigitte Hennequin, je vous aurais gardé encore pendant 1 heure, si ce n'est pas plus. Moi, j'invite les gens maintenant à aller à l'Espace Go. Ils ont jusqu'au 19 novembre. Il n'y a pas de possibilité d'avoir de supplémentaires. Puis aussi, il n'y a plus de place. Là, non! Mais par contre, il n'y a plus aucun billet. Il faut aller à Ottawa. Oui, il faut aller à Ottawa, ou alors peut-être le jour même. Des fois, il y a des gens qui se désistent, tout ça. Mais autrement, c'est la folie là, au guichet. Moi, je vous souhaite de le reprendre possiblement l'année prochaine. Et en attendant, donc, j'invite les gens à aller soit à Ottawa, soit, comme vous venez de le dire, à Berlin. À Paris. Mais Jean-Marc Dalpé a aussi un spectacle en ce moment à la Licorne qui commence demain du 8 au 12 novembre. Donc, c'est très court. Un vent se lève qui éparpille. Une production du Théâtre du Nouvel-Ontario, du Théâtre de la Veille 17 et aussi du Théâtre français du Centre national des arts Ottawa. Je vous dis à très bientôt et merci encore. C'est moi qui vous remercie.